On va commencer tout doucement. Je vais faire l'introduction de ce webinaire qui sera consacré aujourd'hui aux migrations de Business Objects vers Snowflake, un sujet qu'on a pu aborder il y a quelques mois et qui se fait de plus en plus important dans le marché Business Objects. Aujourd'hui, j'aurai le plaisir d'être accompagné par trois différents speakers au-delà de Patrick, notre habituel speaker Maison 368 que vous avez l'habitude de voir sur nos webinaires. On aura la chance d'être accompagné par François Stas, directeur commercial de chez Synergie, et Stéphane Lambin, directeur du pôle service de chez Synergie, qui est notre partenaire intégrateur historique, avec qui on a le plaisir de travailler depuis de nombreuses années. Bonjour François et bonjour Stéphane. Bonjour. Anthony, bonjour à tous. On aura également David Richer, qui pourtant avait mis son outfit Snowflake, mais qu'on n'aura pas la chance de voir par webcam, petit souci technique. David qui nous vient de Snowflake et qui nous fera la présentation des bénéfices de cette plateforme qui est de plus en plus répandue, comme je le disais en introduction. Donc David qui nous fera cette première partie. Ensuite, on aura Patrick qui vous fera une démo et qui vous présentera les différents chemins de migration possibles pour votre migration vers Snowflake. Et enfin, on aura notre partenaire Synergie qui nous fera des retours en chiffres sur quelques cas clients qu'ils ont pu accompagner sur ces derniers mois. Enfin, nous terminerons par une section de questions-réponses. Donc, je vous invite tous, quand vous avez des questions, à les poser sur le chat qui est en bas à droite de l'interface GoToWebinar. Vous avez un petit volet chat et vous pouvez laisser vos questions. Nos différents intervenants se feront un plaisir d'y répondre. Et si nous n'avons pas le temps de traiter vos questions, nous reviendrons vers vous après ce webinaire, évidemment. Juste avant de débuter et de donner la main à David pour cette première partie, vous rappelez trois petites règles pour ceux qui ont l'habitude de participer à nos webinaires, vous connaissez déjà. Mais pour les nouveaux, sachez que nos webinaires sont enregistrés et ils vous seront envoyés en fin de semaine. Ils seront également disponibles sur notre chaîne YouTube. Je vous mettrai un petit lien dans le chat également pour ceux qui ne suivent pas encore notre chaîne YouTube. Vous pouvez soumettre vos questions à tout moment dans le chat, comme je vous le disais. Et en sortie de webinaire, à la fin de cette session, vous serez amené sur un petit questionnaire de fin. Je vous demande, s'il vous plaît, d'y répondre. Ça permet à chaque fois de récolter du bon feedback, de nous améliorer pour les prochains. Et si vous avez à nouveau des questions, n'hésitez pas à nous les transmettre. Sans plus tarder, je vais donner la main à David. Alors, David, c'est à toi. Top. Merci donc, David. Ouais. Donc, merci pour l'invitation de parler. Donc, je vais présenter. Vous voyez mon écran? On voit bien ton écran. La slide, les nouvelles technologies changent la façon dont nous utilisons les données. Tu peux passer en present mode. D'accord. Slide 6. Voilà. Présente. Ok. Donc, ce que je vais couvrir dans les prochaines 10 minutes, c'est partie Cloud Platform, Snowflake et d'architecture. Deux mots sur moi. J'ai commencé chez Business Objects en 2002, là-bas Perret, on était 2000 personnes. Et j'ai travaillé chez Business Objects jusqu'à 2007, quand il y avait l'acquisition de SAP. Et après, j'ai continué de travailler, donc expert Analytics, Business Objects et SAP. Et après, en début 2020, j'ai commencé chez Snowflake. Donc, je suis très content qu'on peut voir ce webinaire. Je pense que les deux technologies sont très, très compatibles et fonctionnent très bien. Donc, je commence avec une question. Je pense qu'il y a un petit Paul. Comment les sociétés Snowflake Computing et Business Objects. Donc, si vous pouvez sélectionner un ou plusieurs réponses, après on va attendre une minute et après on va regarder qui a les bonnes réponses. Oui, alors j'ai lancé le sondage. Là, tous les participants ont la possibilité de le voir. On va laisser un petit peu de temps. Je rappelle, petit indice. Je vais répondre. Ouais, je pense que c'est... Ah, non, il y a encore des gens qui changent. Ouais, il y a encore des gens qui répondent. Peut-être qui adaptent leur réponse.
On va pas leur laisser le temps de googler pour trouver. Ouais, faut pas on entend les claviers là. Donc, Bon, et ça fait on va afficher les 1 résultats. minute. Ouais. Donc, en fait, première et deuxième réponse sont correctes. Donc, ils étaient tous, Bernard Liato de Business Objects, c'est un ancien Oracle, et Benoît Dagville et Thierry Cruens pour Snowflake, c'était aussi des ex-Oracle. Sont tous français, absolument correct. Par contre, Business Objects, c'était une société française et Snowflake, c'est une société américaine qui était fondée en 2012 en Californie. Ok, donc on va reprendre le schéma. Donc, ce que je vais montrer un peu, mettre un peu le contexte, les nouvelles technologies changent la façon qu'on utilise les données. Oui, on sait tous, il y a une adaptation de le cloud, une explosion de volume de données, ils portent tous. Bon, ça fait 10 ans que je montre à peu près le même site. Quels sont les changes? Quelle est la différence avec Snowflake? Par contre, c'est démocratisé avec les technologies qui étaient, on n'a pas pris, donc c'était complètement nouveau ce qu'ils ont fait Benoît et Thierry en 2012. Et aussi, c'est assez facile, hein, le prix. Donc, prix, performance, scalability, élasticité. Pourquoi c'est intéressant? Parce qu'on peut prendre les décisions plus rapidement, réduire le coût et avoir une expérience de client mémorable grâce aux données. Pour donner quelques chiffres, donc ça fait que 6 ans que Snowflake est en mode avec les clients. Donc 2012 à 2014, c'était le développement de le base qui était à la base, c'est un database SQL, ANSI. Et maintenant, 6 ans plus tard, on a 650 000 utilisateurs, on a plus que 3500 clients, on gère, et c'est beaucoup plus que 145 pétadonnées, c'est suggestions dans le monde entier. On a fait un scanner 56 pétas par jour et plus que 355 millions de jobs, donc les queries ou des ingestions et tout ça lancés par jour. Donc on a prouvé, on va continuer à prouver que c'est c'est scalable. On va pas dire l'infini, mais c'est très fort, c'est très stable. Et on va voir à la fin des nombres de clients aux États-Unis et en Europe qui on va pas dire sauter, mais il y a des gens qui sont très intéressés par la technologie. Notre premier client, il y a déjà 20 pétaoctets sur management dans Snowflake. Donc c'est énorme. On a 6 workflows qu'on traite. Je vais pas trop parler maintenant, mais si vous avez des questions après. Donc, le premier est se positionner au début comme un data warehouse, mais au fur et à mesure, on fait aussi, et j'ai des clients, donc je suis basé en Suisse, donc j'ai des clients qui, ils ont commencé avec l'idée de voir le data warehouse, et après ils ont vu qu'avec une compression de 3 fois, 5 fois dans Snowflake, de leurs données, c'est moins cher de mettre les données dans Snowflake que directement dans Google, AWS ou Azure. Et ils sont sur gouvernance et donc on prend les données structurées et non structurées, sont sur gouvernance et sur sécurité. On a toutes les parties GDPR, on a une copie des données, etc. Donc, il y a partie Data Engineering pour la transformation. On fait Data Exchange, donc on peut partager des données avec les autres sans le bouger. En imaginant que tous les clients Snowflake sont ensemble, il faut ouvrir quelques tuyaux et après vous avez les données. Vous pouvez faire des applications et on a une fondation pour que Data Science puisse s'appuyer. Il y a une seule plateforme
l'accès sans sécurisé et gouverné de données et on a maintenant presque à zéro dans une plateforme SaaS. Maintenant, je vais sauter un peu dans l'architecture. Quelle est la différence fondamentale de Snowflake? Si on regarde, par exemple, des données la plupart, hein, Oracle et SAP HANA et Microsoft et d'autres, c'est un shared disk. Et donc, il faut chaque fois que vous faire ajouter la capacité, il faut arrêter le système et il faut ajouter et en fait on accroît, mais on diminue jamais. Donc après, deuxième partie de l'architecture, c'est shared nothing. Donc il y a compute plus stockage, compute plus stockage, compute plus stockage. Le souci avec ça, c'est il y a plusieurs copies de données et aussi donc chaque cluster nécessite sa propre copie. Quelle est la différence avec Snowflake? On appelle ça un shared disk, donc on partage les données, mais on séparait le côté cluster de compute. Donc, c'est-à-dire quoi? Je peux ingester des données et après, avec un compute, donc une gestion avec un cluster aussi, c'est Amazon CC2, et en même temps, je peux voir un computational cluster pour le finance, pour le data science et d'autres. Donc ça, c'est complètement différent de ce qu'on a eu avant. Je sais parce que j'ai pu travailler pendant des années chez SAP. C'est dès qu'on a une dizaine ou une centaine, un millier d'utilisateurs, il n'y a pas de scalabilité, il n'y a pas d'élasticité. Mais avec Snowflake, vous pouvez ajouter et enlever en millisecondes le nombre de compute que vous voulez utiliser. Je vais essayer d'expliquer ça un peu plus dans une minute, si j'ai encore une minute. Il y a 3 couches sur l'architecture Snowflake. Il est parti services. Donc ça, c'est parti que on gère tout le sécurité et la gouvernance, tous les méthodes de données. Donc chaque fois qu'on fait ingester des données dans Snowflake, on prend les min-max, on prend plein de statistiques dessus, et c'est grâce à ça qu'on a pas d'indexation. On a plus d'indexation, on a plus de partitionner. Tout ça, c'est parce que ça c'est fait automatiquement par Snowflake. Donc c'est un fort gain de temps. Le partie compute. Donc ça c'est un peu comme je dis, vous avez des clusters, on a ça en taille de t-shirts XS, S, ML, etc., etc. Et après, on a partie stockage. Donc, on fait une gestion des données. Et après, on va découper ça en partitions. Et en fait, on appuie sur le blob storage des 3 hyperscalers. Ça dépend où vous voulez déployer votre Snowflake. Vous pouvez très bien déployer sur Google et aussi sur Azure. Et après, vous pouvez communiquer. Et après, on fait une abstraction de multi-cloud. Donc, vous n'avez pas besoin d'un compte chez les autres. Vous pouvez connecter directement à Snowflake. Si je prends un petit exemple sur l'architecture fonctionnelle, moi, je peux ingester directement les données structurées et non structurées. Donc, si vous avez des CSV, des JSON, des parquets, Avro et d'autres, vous pouvez ingester. Donc, nous, plutôt ELT. Donc, on va ingester des données et après, on va les transformer. D'un côté, donc, j'utilise un compute qui est isolé XS pour ingester. Et après, si je veux faire une transformation de données, on a plein de transport au sein de Snowflake, par exemple, si on fait un pivot, de reverse pivot pour le data science, on peut faire ça. En même temps, ok, maintenant j'ai des utilisateurs finance et eux, ils ont leur propre compute. C'est-à-dire quoi? Donc, finance, on sait exactement combien de crédits qu'ils ont consommé, on sait combien on a consommé pour le data transformation, data load et d'autres. Donc, on peut partager ça entre les départements, les coûts maintenant, à la seconde.
Et après, on peut voir aussi des autres computes autant que vous voulez. On a des clients qui ont à peu près 400 clusters de compute. Et sur un copie des données, qu'est-ce qui se passe? Ils prennent les copies de partie qui est besoin et après mettre ça dans le compute et après ils envoient ça comme SQL, des réponses. On a quelque chose donc on peut faire un scaling horizontal. Si on, je sais pas, lundi matin 10 utilisateurs et après 20, 30, 40, on peut le système va automatiquement ajouter des computes que on n'a pas un temps de réponse, on n'a pas un queuing des queries et d'autres. Et maintenant, si je veux partager mes données avec les autres, par exemple, je veux une copie de master données pour par exemple master data, je peux voir ça et après je peux ouvrir des vues et les autres peuvent le consommer et peut aussi, par exemple, je veux partager dans mon supply chain une planification, je peux partager ça avec mon business ecosystem, business partenaire et d'autres, et sans que les données bougent, je peux mélanger ça avec les données que eux ont dans Snowflake, je peux faire un select, join à mes données avec leurs données, avoir des résultats. Donc ça évite tout ce parti de transfert de données FTP, etc. Donc je suggère aussi que vous regardez le Snowflake Marketplace qui est public. Donc on a des datasets là qui est soit à vendre, soit sont gratuits. Pour partie tester, ça c'est très important, intéressant pour les développements. Si je veux faire mon environnement avec le compute, avec les données et tout ça, on a quelque chose qui s'appelle Zero Copy Clone, donc sans payer plus pour le stockage. On peut faire un clone, tout est géré par métadonnées, je ajoute mon cluster, je fais mes tests, mes devs et tout ça, et dès que je suis prêt, je peux réinjecter ça dans le prod, et après je peux détruire cette partie. On a plus que 3400 clients, ce que c'était un cœur, c'est Strava, c'est tout un peu de sport. Adobe, le plus gros, c'est Capital One, mais on voit qu'on a très bien des gros noms, mais plein de noms qu'on ne peut pas montrer, mais par exemple Nielsen et d'autres. Donc je passe parce que j'ai pris un peu trop de temps et merci et je suis ravi de répondre aux questions à la fin. Merci David, merci d'avoir condensé ta présentation et désolé encore une fois pour ce petit problème technique. On va passer la main à Patrick. Juste rappeler à l'audience que vous pouvez poser vos questions à tout moment. On se fera un plaisir d'y répondre. Profitez-en, vous avez des experts à disposition. Je pense que vous avez compris les bénéfices de Snowflake et pourquoi Snowflake compte sur 3400 clients aujourd'hui. Maintenant, si j'ai Business Objects et que je veux pouvoir exploiter Snowflake, je fais comment? Patrick va pouvoir nous faire cette petite présentation. Patrick, à toi la main. Oui, Patrick Perrier. Donc, je fais partie du centre d'expertise chez GBN Smith. Je suis aussi un ancien de chez Business Objects. J'ai commencé là-bas en 2001. Et puis, je fais encore du Business Objects aujourd'hui. Donc, on va parler après l'introduction de David sur Snowflake, on va parler de la réalité de si vous avez Business Objects qui pointe aujourd'hui à une base de données quelconque, vous voulez aller vers Snowflake, quelles sont les différentes étapes et quels sont les différents problèmes que vous pouvez avoir et puis et les solutions. Petit mot sur Snowflake. Moi, j'ai commencé à travailler avec Snowflake il y a un peu plus d'1 an maintenant. Mon background, ça a toujours été l'architecture, les serveurs, la sécurité, les performances. J'ai toujours été dans ce mode-là. Et je ne travaille pas pour Snowflake, donc je passe la main à David, mais c'est une technologie incroyable. Le cloud, la façon que le storage et le compute sont séparés, comment on paie à la seconde pour ce qu'on utilise seulement, c'est un truc qui m'a ébloui. Puis, avant le COVID, j'ai eu la chance d'aller dans un user group. Moi, je suis basé à Londres, un user group Snowflake. Je suis même revenu avec le Snowflake, donc voilà. Et puis, j'ai fait ma certification Snow Pro il y a quelques mois. Donc voilà,
David, j'ai assez parlé de Snowflake, maintenant je vais parler de Business Objects. Voilà. OK, donc 360, pour ceux qui ne nous connaissent pas, 368, on est un éditeur de logiciels pour Business Objects. On a maintenant une solution pour Tableau aussi, mais bon, aujourd'hui, on parle de Business Objects. On a été fondé il y a 13 ans par deux anciens de chez Business Objects français. Donc, le bureau chef est à Lille, on a 60 employés, on a des bureaux en Amérique et comme je le disais moi-même, je suis à Londres. On a plus de 500 clients dans 30 pays, on supporte tous les petits et les très gros déploiements. Donc, on travaille avec tout le monde et on est très fiers d'avoir gagné, par exemple, certaines accolades comme entrepreneur de l'année. Pour ceux qui connaissent le G2 Crowd, c'est un site indépendant où on peut valider donner des commentaires sur différentes technologies. Donc, on est très fiers de notre résultat là-bas. Et puis, petit sondage, au début, on aurait pu mettre une troisième question. Qu'est-ce que Snowflake et JBN Smith et aussi Business Objects ont en commun? Ben, en fait, le cofondateur de Business Objects, donc il y en avait deux, il y avait Bernard Liotto et Denis Père. Ben, Denis Père, il est sur notre conseil d'administration aussi chez JBN Smith, ce qui est quelque chose qu'on est très content aussi. Voilà. Donc, pour ceux qui choisissent d'aller vers Snowflake, je pense que vous connaissez bien la problématique. Vous avez une base de données aujourd'hui, elle est ici. Peu importe qu'est-ce que c'est du SQL, de l'Oracle. On travaille avec des clients en ce moment qui font du HANA vers Snowflake. Donc, peu importe, vous avez des données en quelque part et vous voulez les mettre dans Snowflake. Une fois que cette étape elle est faite ou elle est en cours de préparation, il y a évidemment votre BI, donc dans ce cas-ci, Business Objects, qui doit maintenant communiquer avec Snowflake plutôt que de communiquer avec votre ancienne base de données. Et comme je disais, dans certains cas, ça sera vraiment très simple, mais dans d'autres cas, c'est plutôt un projet qu'il faut se préparer. Donc, pourquoi il faut se préparer? Ben, parce qu'il y a deux solutions ici. Vous avez vos Webby qui parlent ou qui communiquent avec vos univers. Et vos univers, ben, c'est simple. Avant, ils pointaient à une base de données, on va dire SQL, et maintenant, ils doivent pointer à une base de données Snowflake. Dans certains cas, comme David le disait, Snowflake est une base SQL, c'est du NC, donc c'est compatible. C'est pas une énorme transformation de passer d'une base de données à une autre. Donc, dépendamment d'où est-ce que vous êtes en ce moment, puis je vais revenir comment faire l'analyse, peut-être que vous pouvez tout simplement repointer les univers et vous avez terminé, tout va marcher. Et dans d'autres cas, ce ne serait pas possible de faire ça. Et pourquoi? Peut-être que dans les univers, il y a du SQL qui uniquement fonctionne avec votre base de données actuelle et ce SQL n'est pas nécessairement compatible avec Snowflake. On sait bien, il y a des fonctions qui dans Microsoft SQL et dans Oracle, ils sont différentes, par exemple. Donc, simplement repointer l'univers ne sera pas une solution. Donc, vous allez faire quoi? Ben, vous allez faire peut-être un nouvel univers, transformer le SQL et cet univers qui pointera maintenant à Snowflake, il faudra bien sûr faire un repointage des Webby pour que vos Webby existants ne pointent pas à l'ancien univers, mais parlent au nouvel univers. Puis il y a aussi évidemment que Snowflake est supporté par Business Objects à partir de la BI 4.2 SP8, mais sur les UNX seulement, donc les univers que vous faites à partir du Information Design Tool. Donc, si vous êtes en UNV, il faudra de toute façon transformer votre univers en UNX. Cet univers, vous changez le SQL ou pas, dépendamment de ce qui est nécessaire, mais il faudra quand même faire un repointage des Webby. Donc, voilà. Ça peut être un projet très, très simple et ça peut être un projet, je ne vais pas dire compliqué, mais avec plus d'étapes. Nous, avec 360, nos solutions pour travailler avec Business Objects peuvent vous aider avec ce travail de migrer vos données vers Snowflake. Pardon. Donc, il y a le scénario le plus simple.
vous avez une base de données aujourd'hui relationnelle, on va dire Microsoft SQL ou Oracle. Suite à votre analyse, il n'y a pas une énorme transformation qui doit être faite. Peut-être que vous migrez tout simplement toutes les tables, toutes les données et le SQL que vous utilisez, il est simple. Bon, ben, 360 peut vous aider à faire l'analyse pour savoir s'il y a vraiment un problème. Et ensuite, à tout tester, ce qui est quand même très important. Si vous passez d'une base de données qui n'est pas relationnelle et vous voulez aller vers Snowflake, bon, ça c'est un projet de transformation. Donc ça, vous allez commencer, il va falloir aller vers un nouvel univers complètement. Et ensuite, probablement faire des nouveaux rapports Webby. Bon, encore une fois, 360, on peut vous aider pour faire l'analyse de l'existant et ensuite vous aider à tester, et certainement tester les performances et la connectivité. Le scénario numéro 3, qui est peut-être le scénario le plus commun, je dirais avec les clients avec qui on travaille, c'est que soit, comme je le disais, vous devez passer de UNV à UNX. Peut-être que vous devez même migrer à la 4.2 SP8 parce que vous n'êtes pas dans cette version, ou la 4.3 d'ailleurs. Et puis, vous avez peut-être du SQL que vous voulez changer, puis vous voulez en profiter pour faire un peu de ménage. Donc, 360, et c'est le scénario que je vais parler le plus aujourd'hui, le scénario numéro 3. Et je vais faire une démo live là-dessus aussi. C'est vous montrer quel genre d'analyse on peut faire. Comme ça, vous savez quels univers seront impactés, quels rapports seront impactés. On a même des clients qui en ont profité pour regarder, bon, j'ai ma data warehouse aujourd'hui sur site, on va dire encore une fois en Microsoft SQL. Je veux savoir quelle donnée est vraiment utilisée par mon outil BI parce que je n'ai pas nécessairement envie de tout migrer sur Snowflake. Et grâce à notre analyse et notre analyse d'impact, on est capable de dire, et aussi de l'utilisation, de la non-utilisation, on est capable de dire, ah ben, ces tables ou ces objets dans ma data warehouse ne sont pas utilisés par aucun rapport et même par aucun univers. Ben, peut-être que vous choisissez de les migrer ou pas vers Snowflake. Donc, analyse complète avant la migration. Aussi, la possibilité de mettre à jour et réparer vos univers en masse avant de rediriger les rapports Webby du vieil univers vers le nouveau. Évidemment, faire un backup pour être bien certain que on peut revenir en arrière s'il y a un problème et tout tester, mais tester pas seulement que la donnée est bonne, que les résultats est bon, mais valider les performances et la connectivité, comme je le disais. Parce que maintenant, vous allez passer d'un Business Objects qui va être sur site ou peut-être sur un cloud AWS ou Azure ou autre, mais Snowflake, lui, il est définitivement sur le cloud. Il faut bien valider les données et la performance. Il n'est pas que Snowflake n'est pas performant, mais c'est plutôt la connexion réseau qui peut peut-être avoir un problème. Voilà. Donc, comme je disais, scénario numéro 1, on peut vous aider à faire votre inventaire, vous migrez les données vers Snowflake, on vous aide à tout tester. Si on parle d'un projet de transformation, pareil, on vous aide à faire l'inventaire, vous migrez les données, vous créez vos nouveaux univers, et puis on peut vous aider aussi avec les tests, mais plutôt côté performance ici. Et maintenant, donc le scénario le plus commun, et c'est la démo live que je vais faire de toutes ces étapes ici. Regardez ce que vous avez, ce qui doit être migré, peut-être ce que vous souhaitez tester ou ne pas tester selon l'utilisation. Avant tout changement, faites un backup, mettre vos univers, mettre à jour en masse, ensuite repointer les Webby du vieil au nouvel univers et encore une fois, tout tester. Et juste avant que je lance ma démo, je voudrais juste lancer ce petit sondage. Donc, si vous êtes ici, c'est probablement parce que vous êtes intéressé à Snowflake et vous êtes aussi, vous avez Business Objects. Donc, vous avez sûrement déjà réfléchi à la question, quelles sont vos préoccupations lors d'une migration vers Snowflake? Donc, dans le cas dans le scénario d'avoir Business Objects, donc, comme je le disais, si vous êtes en UNV, il faudra aller en UNX, il n'y a pas le choix.
Dans certains cas, vous savez peut-être que vous avez du SQL qui est spécifique au vendeur que vous avez aujourd'hui, et ce SQL devra être modifié dans les univers, dans les formules, dans les SQL à la carte. Donc, tout ça, on pourra vous aider avec l'analyse. Tester, comme je le disais, tester que la donnée est bonne, que tout marche bien, les performances. Si les utilisateurs ne sont pas contents, c'est un problème pour l'adoption. Donc, c'est important. L'analyse avant et après, bien sûr. Bon, peut-être que vous ne savez pas, et si c'est le cas, j'espère que cette présentation aujourd'hui va répondre à vos questions. Puis, comme Tony le disait, n'hésitez pas à nous poser des questions dans le chat. On y reviendra à la fin. Bon, je vais fermer le questionnaire et je vais juste vous montrer. Bon, on voit que il y a quand même beaucoup de préoccupations. Donc, encore une fois, j'espère que ma démo d'aujourd'hui et ma session va répondre à vos questions. Puis, n'hésitez pas, encore une fois, à nous contacter pour vous aider. Donc, là. Tony, est-ce que tu peux confirmer que vous voyez bien mon serveur? Pour l'instant, on voit ton desktop et le navigateur que tu viens d'ouvrir. OK, merci. Donc, je parlais que l'étape numéro 1, c'est faire l'analyse. Donc, notre solution numéro 1, je pense que tous nos clients existants qui sont en ligne aujourd'hui doivent probablement être avoir cette solution. Donc, 360 Eyes. Avec 360 Eyes, en fait, on vous donne la main sur toute la métadonnée qui est dans Business Objects pour pouvoir faire une analyse vraiment dans le détail. Donc, on a la base de données aujourd'hui, on a les univers par-dessus et on a les webis par-dessus l'univers, évidemment. Donc, si je commence à faire une analyse de mes univers et mes connexions, donc, des connexions, vous en avez des dizaines, certains d'entre vous, des centaines peut-être, vous allez peut-être pas migrer toutes vos bases de données sur Snowflake, ou peut-être pas tout en une fois. Donc, faire l'analyse de vos connexions et de regarder, bon, on va faire l'exemple ici, ça c'est toutes mes bases de données Microsoft SQL, et en fait, ce que je vais migrer sur Snowflake, on va dire, c'est seulement celle-ci aujourd'hui. Bikestore, je ne la migre pas parce que c'est vieux, parce que je ne suis pas prêt, bon, peu importe. Donc, voilà, donc on regarde les connexions, on regarde qu'est-ce qui va être impacté par cette migration, et du coup, on va savoir quel univers doivent être migrés. La sécurité est importante, donc faire une analyse aussi des restrictions d'univers, regarder s'il y a un problème, soit avec le SQL ou la sécurité. Donc voilà, analyse, donc on commence à la base de données, SQL, on sait quel univers, maintenant on peut monter de niveau et aller voir les univers. Grâce à la documentation des univers, comme je vous dis, on extrait la métadonnée de Business Objects, mais des univers et des rapports Webby, je suis capable d'analyser le select, le where, les tables et de savoir si j'ai du SQL qui sera un problème une fois que j'irai vers Snowflake. Parce que bon, Snowflake, c'est du SQL, c'est du NC, mais ce n'est pas tous les types de champs qui sont exactement les mêmes et ce n'est pas tous les toutes les commandes SQL qui vont nécessairement être sur Snowflake. Donc, vous pouvez faire une analyse très rapide de ce qui sera bon et pas bon, donc à changer. Donc, avant même de migrer vers Snowflake, vous pouvez faire une analyse de l'existant. Donc, des champs, du type de champ et du SQL. Tout à l'heure, je disais qu'on peut faire une analyse de ce qui est utilisé, mais aussi ce qui n'est pas utilisé. Si je prends ce rapport ici et je prends l'univers que je regardais tout à l'heure, ben cet univers, elle a 36 objets, seulement 21 sont utilisés par des rapports. Si je vais dans le détail ici, je suis capable de dire, bon, il faudrait gérer sur le bon univers, mais je suis capable de dire que tous ces objets ici ne sont pas utilisés par aucun rapport. Est-ce que ça vaut vraiment la peine que je migre ces données sur Snowflake? Peut-être que c'est des données que vous pouvez décommissionner. Il reste sur vos bases transactionnelles, mais peut-être que ce n'est pas nécessaire d'avoir dans une data warehouse. Donc là, on a commencé avec les connexions. On est allé
vers les univers. Regardons maintenant nos rapports qui touchent à ces univers. Donc, j'aime bien regarder là. On va commencer par la documentation ici. Donc là, je documente, je veux savoir mes rapports pointent à quel univers et sur quel univers, quels objets sont utilisés, mais aussi il y a les formules, les variables. Donc, encore une fois, d'analyser tout le code qui a été fait et je prépare pareil pour le SQL à la carte. Je dois avoir quel rapport on dit SQL à la carte, quel est le SQL et comme ça, je peux voir s'il y a un problème lorsque je vais sur Snowflake ou pas. En termes d'analyse d'impact, ça va être très utile pour savoir ce que je dois tester et peut-être moins tester ou pas tester, dépendamment de l'utilisation et je vais y revenir. On voit que mon univers que je regardais tout à l'heure, cet univers ou même ces champs sont utilisés par tous ces rapports. Donc, si je détecte qu'il y a un SQL qui doit être modifié, et disons que le SQL était sur le champ customer ici, client, mais je sais que ces rapports-là sont les rapports qui seront définitivement impactés par cette transformation. Donc, c'est encore plus important de tester ces rapports plutôt que d'autres. Bon, et là, je monte tout ça très vite, mais on peut évidemment faire des démos plus avancées avec vous si vous le souhaitez. Donc, l'analyse d'impact de l'univers jusqu'au rapport. Et évidemment, l'activité, les documents, est-ce qu'ils sont utilisés ou pas? S'ils ne sont pas testés, est-ce que j'ai vraiment besoin de les tester? Est-ce que c'est une opportunité pour faire de l'archivage? Probablement. Donc, voilà. Donc, utilisation et non-utilisation du contenu, des univers, des connexions et aussi des objets à l'intérieur de tout ça. Donc, voilà. Donc, ça, c'est pour mon analyse avant. Une fois que vous avez fait l'analyse et vous savez quels univers seront impactés, et grâce à l'analyse, vous savez quel univers aura du SQL qui devra être modifié, évidemment, vous pouvez aller dans le Information Design Tool et un objet, un par un, aller ici, identifier votre select ou le where et faire les changements appropriés. Mais bon, ça, c'est un tout petit univers avec 20 objets. Vos univers en ont des centaines ou des milliers, évidemment. Donc, nous, avec 360, ce qu'on vous propose de faire, c'est de sélectionner, par exemple, vos univers via une interface web. Cet univers peut être exporté vers Excel et faire une mise à jour en masse, tout simplement dans Excel. Donc, j'ai fait un export. Je vois ici mes dimensions, j'ai mes mesures ici. Et là, si je regarde, bon, je peux changer tous les champs, je peux changer la description active ou désactive, mais dans le cas d'une base de données, migration de base de données, je vois mon select, j'ai des @aggregate, j'ai un if ici. Peut-être que dans Snowflake, ce if, c'est une syntaxe différente que je dois modifier. Mais dans Excel, évidemment, je peux faire un find, un replace et faire toutes les mises à jour que je veux dans Excel. Rapidement, c'est documenté, ça peut être approuvé, tous ces changements. Et une fois que c'est fait, je réimporte ma feuille Excel grâce à 360 et j'ai mes changements qui sont mis à jour en masse dans Business Objects. Tout ça via Excel. Encore une fois, c'est documenté, c'est approuvé et on réduit de beaucoup le temps et le risque. Beaucoup d'entre vous ont répondu de UNV à UNX. Si c'est le cas, il faudra que vos rapports Webby passent d'un univers à un autre. Ce n'est pas grave. Encore une fois, on peut faire tout ça en masse. On peut repointer vos univers et vos Webby, de l'ancien univers au nouvel univers. Donc, on peut faire ça très bien. Aussi, si vous devez changer des connexions en masse, ceux d'entre vous avec des centaines de connexions, et j'en ai vu souvent dans mes vingtaines d'années, ben vous avez toutes vos connexions ici. Ben, ce que vous pouvez tout simplement faire, c'est, grâce encore à une feuille Excel, documenter vos connexions, vous les changez et vous les réimportez. Donc, mise à jour en masse. Si vous souhaitez faire du ménage, on parlait d'archivage tout à l'heure. On a beaucoup de jobs d'administration automatisés, donc en masse, où vous pouvez dire tous les documents, grâce à mon analyse, qui n'ont pas été utilisés pendant un certain temps,
je veux les archiver, je veux les enlever de la plateforme. Et bien sûr, avant de tout faire ça, assurez-vous que vous avez un bon backup. Je vais terminer avec les tests. Les tests, c'est généralement le problème numéro 1 quand on fait quelques projets qui vont impacter notre contenu et nos utilisateurs. Il faut évidemment tester. Avec nos outils 368, on a, encore une fois, on pourrait faire une démo plus complète de comment ça marche, mais on a la possibilité de comparer l'avant et l'après. Et là, si je vous montre un petit exemple ici, réel, de quand j'ai migré des données de SQL à Snowflake, j'ai changé d'univers et je voulais voir quel était le résultat. Ici, j'ai testé que 3 rapports, mais je peux en tester des centaines, évidemment. Et je vois que ce rapport ici, tout est vert, parfait. La donnée est bon, le formatting est bon. Je peux même valider ma performance avant et après. Sur Microsoft On-Premise, 16 secondes. Sur Snowflake, 2 secondes. Je suis content de tout, très bien. J'ouvre un autre document ici. Ce document-là, je ne suis pas content. On voit qu'en orange, il y a du problème, effectivement. Avant, c'était 115 millions. Et là, c'est 138 millions. Donc, clairement, une formule, un SQL, une transformation, il y a un problème en quelque part qui fait que ma donnée, elle est pas bonne. Ça l'affecte mes charts. Bon, je suis encore content de mes performances, heureusement, mais la donnée, elle n'est pas bonne. Donc, j'ai la réparation à faire. Et bon, et ça, c'est un tout petit rapport qui a seulement 2 pages. Et on peut tester aussi de l'énorme volume. Donc, ça, c'est un rapport. Ce rapport, il a quoi? Il a 954 pages. Malheureusement, toutes les pages ne sont pas bonnes et on voit encore que c'est ma donnée. J'ai un problème avec la donnée ici. Et tout ça peut être documenté encore en tant que preuve pour les sponsors du projet, pour les utilisateurs. Donc voilà. Je reviens à ma présentation. Ouais, Patrick, on va devoir passer à la 3e section. Je te laisse terminer. Absolument. Oui, c'est ma dernière slide. Donc voilà. Donc, vos projets de migration Snowflake, inventaire, les tests, mise à jour, les sauvegardes. On a deux solutions pour vous. Et puis, on a un petit guide que j'ai écrit ici. Donc, avec plaisir d'en discuter plus avec vous. Voilà. Merci, Tony. Merci, Patrick. Je viens de donner la main à Stéphane qui va nous présenter cette 3e section juste avant la section de questions-réponses et qui va revenir pour nous sur certains cas clients avec lesquels on a pu travailler. Vous voyez bien mon écran? Oui, parfait. Bon, très bien, très bien. Donc, en 2 mots, donc je me présente, je suis Stéphane Lambin, je travaille chez Synergie. Donc, Synergie est une ESN spécialisée dans la data. On est un très ancien partenaire de Business Object puisqu'on les suit depuis 2013, qu'est-ce que je raconte, de 1995, donc à peu près 23 ans. Naturellement, on est devenu partenaire de GB Smith et plus récemment, on est devenu également partenaire de Snowflake. On est d'ailleurs un des tout premiers partenaires en France et on a une vingtaine de clients aujourd'hui qu'on a basculé sur Snowflake avec environ 8 clients qui sont à la fois Business Object et Snowflake. Donc, on a des clients qui utilisent ces deux technologies depuis à peu près 2 ans. Donc, on a un bon recul sur les gains et les forces de ces 2 solutions. Alors, moi, dans ma petite présentation, dans ces dernières minutes, je ne vais pas m'intéresser au comment on migre. Ça, Patrick l'a expliqué. Je vais surtout montrer les avantages et les gains de basculer vers Snowflake. Alors, avant de démarrer mes quelques exemples, on va procéder à un dernier petit sondage avec vous la volonté et un projet court ou moyen terme de migration de vos environnements BO sur Snowflake. Alors, j'ai lancé la question, tout le monde est en mesure de la voir. On va laisser un petit peu de temps pour tout le monde. Je pense qu'on n'aura pas beaucoup de je ne sais pas, sinon David va devoir refaire sa présentation. Ça fait 30 secondes, je vois que la plupart ont voté.
Bon, je vais afficher les résultats. Alors, on a 29% de oui, 29% de non et 43% de je ne sais pas. Bon, très bien, très bien. Bon, on va essayer de faire basculer Ouais, les je ne sais pas et les non en oui avec ces quelques exemples. c'est bon, on voit ton écran. Ok, très bien. C'est bon. Alors, je vais citer 3 exemples. Hein. Clients globalement dans le retail, pas que, mais surtout dans le retail, et avec une situation de départ et une situation d'arrivée et les gains obtenus. Je vais citer certains gains, mais il y en a d'autres. Donc, premier client avec une archive finalement très, très classique, hein, une base Oracle, un dataware sur Oracle, exploité avec Business Object version 4. Et qui rencontrait, en tout cas pour certains utilisateurs, de très gros problèmes de performance. Surtout le service finance qui avait des grosses pressions au début de mois pour clore les comptes et qui avait besoin de sortir de l'info, faire des corrections et pouvoir vérifier que tout était bon et qui attendait parfois 1 heure et demie, certains documents BO se mettaient à jour. Donc c'était une vraie grosse douleur pour eux. Et même avec l'intervention de DBA, ils n'ont pas réussi à résoudre ces problématiques. Ces problèmes de performance avaient d'autres impacts, par exemple l'autonomie des utilisateurs qui n'osaient pas créer leurs propres requêtes, et puis d'autres usages, d'autres outils qui devenaient difficiles d'implémenter parce que l'usage actuel saturait déjà la base de données. Donc, ce client a basculé son dataware intégralement sur Snowflake. Donc là, on se retrouve avec des requêtes qui vont jusqu'à 100 fois plus vite. Donc, un utilisateur qui attendait parfois jusqu'à 1 heure, ça passe à quelques secondes. Donc, vous imaginez le changement d'usage pour les utilisateurs et le changement de perception. C'est aussi quelque chose de super important, mais c'est que les projets sont développés plus rapidement. En effet, il y a plein d'avantages dans Snowflake. On peut par exemple copier une base complète en quelques secondes. Donc, votre dataware de prod, vous voulez le copier pour démarrer des nouveaux développements. Voilà, en quelques secondes ou 2-3 minutes, vous allez avoir une copie de votre dataware. On peut citer aussi la sauvegarde qui est automatique et qui se restitue très très facilement. On l'a dit, mais il n'y a aucune optimisation à réaliser, donc tout est indexé et tout est tout de suite performant. Donc pas de DBA, pas de multiples intervenants et extrêmement peu d'administration. Et puis aussi, on n'a aucun frein d'espace disque et une puissance infinie. Donc on n'a plus aucun frein technique pour nous faire perdre du temps. Donc, autre point de Snowflake qu'on n'a pas trop cité, mais ce qu'ils appellent le data exchange, on peut partager très facilement des données avec des partenaires. Une autre société ou une ESN des data scientists, par exemple, qui peuvent vous aider à calculer des scoring de clients ou du meilleur prix sur vos données. Ben là, il n'y a même pas à envoyer les données, il suffit de leur ouvrir un accès sécurisé sur les données que vous avez envie de partager. Donc, c'est un gain de temps phénoménal. Deuxième client, là, avec encore une fois des soucis de perf, c'est pas toujours la raison de basculer sur Snowflake, mais c'est assez souvent le cas. Donc ici, c'est surtout le marketing qui était demandeur, parce que c'est eux qui étaient le plus pénalisés. Ils n'arrivaient pas à croiser les données de CRM et de vente, qui pourtant étaient déjà sur Oracle. Et en plus, avec les données Google Analytics, là, on avait des vrais silos où les données Google Analytics étaient stockées sur BigQuery et pas disponibles dans le même environnement et pas disponibles à Business Object. Donc, on avait, pour le marketing, il y avait des très, très gros problèmes business pour répondre aux attentes de la société. Là, on a également tout basculé sur Snowflake, donc à la fois les données de vente, les données de CRM et les données de Google Analytics. Donc, le marketing a l'intégralité des informations au client. Est-ce qu'un client qui a surfé sur mon site web, qui a mis 3 produits dans le panier et qui l'a abandonné, est-ce que finalement, 3 jours après, il n'est pas passé en magasin? Ça, maintenant, ils peuvent l'obtenir très, très facilement. Donc, voilà, c'était le marketing qui était demandeur, mais comme toutes les données ont été mises dans le dataware Snowflake, c'est toute l'entreprise qui bénéficie de tous les avantages de Snowflake, notamment la performance.
Alors ça, je vous ai fait un petit copier-coller du mail de la responsable marketing, d'échange qu'elle a eu avec l'IT, voilà, où elle dit que c'est complètement bluffant et elle a même cru que les résultats qu'elle obtenait étaient faux ou que ça n'avait pas fonctionné tellement ça allait vite. Donc là, l'exemple qu'elle a fait, de 43 secondes, elle a abandonné au bout de 2 heures sur Oracle. Et voilà, d'expérience, elle explique qu'au niveau société, ça prend plusieurs heures. Donc là, en couvrant les usages actuels, on passe de plusieurs heures à quelques secondes. Et en plus, ils pourront avoir de nouveaux usages en croisant les données, chose qui était impossible auparavant. Donc ça a de vrais, très, très gros impacts métier et de résultats derrière. Troisième cas client. Alors là, les soucis de performance, ce n'était pas lié au temps de réponse. Ils avaient une base IQ qui répondait très, très vite. Par contre, elle répond très vite tant qu'on ne la sollicite pas, qu'il n'y a pas trop de concurrence. Là, le matin, alors vous devez peut-être être nombreux dans ce cas-là, mais BO sert beaucoup à diffuser l'information, envoyer des PDF, des feuilles Excel, envoyer des emails, cracher des PDF sur disque pour des portails ou autres. Donc, il y a une grosse activité qui est automatisée. Et ensuite, il y a les utilisateurs avec une forte activité, bien souvent le matin et tous en même temps. Donc, il y avait un goulot d'étranglement à ce niveau-là quand il y avait beaucoup de concurrence. Avec Snowflake, comme la perf et la puissance peut s'ajuster automatiquement en fonction des besoins, si on veut qu'il n'y ait aucun souci de performance, c'est tout à fait possible. Et là, ce client était intéressant parce qu'ils avaient en plus un deuxième système Big Data, là, pour le coup, sur Hadoop, exploité par les data scientists avec Spark et du code Python. Donc, ils recevaient de leur site web l'activité de leurs gens qui ont navigué sur leur site au format JSON. Et du coup, on avait deux équipes, l'équipe data plutôt marketing qui faisait de la Hadoop avec certaines données, qui venait collecter des données aussi du dataware, qui parfois allait même chercher les données dans les bases sources, et puis une équipe BI qui fournissait de la donnée quand on leur laissait le temps, et qui ne pouvait même pas profiter des données qui étaient dans Hadoop sur Business Object. Donc, il y avait même, bon, je ne vais pas vous faire toute l'histoire, mais même des petits conflits, enfin, c'était toujours compliqué entre les deux équipes. Là, avec Snowflake, il n'y a plus de soucis, tout est dans la même base, donc tout ce qui est créé par l'un est disponible pour l'autre automatiquement, il n'y a pas de copie de données, les tickets de caisse qui étaient nécessaires pour les deux équipes, elles sont dans le dataware, personne ne s'embête à les copier, elles sont aussi disponibles pour les data scientists. Voilà, donc ça reste exploité par Business Object pour la partie reporting, et puis là, pour la partie data science, ils ont mis un autre outil cloud qui s'appelle Databricks. Donc, il y a déjà des gains de temps, il y a des perfs, il y a des gains de temps phénoménaux, parce que Snowflake est incroyablement facile à mettre en place, plus facile qu'une base comme Oracle ou SQL Server, mais incroyablement plus facile aussi qu'un cluster Hadoop. Donc là, c'est une base en SQL qu'on maîtrise facilement, et vous l'avez vu, qui peut aussi stocker des données semi-structurées. C'est pour ça que tout à l'heure, on a dit que Snowflake permettait de remplacer un data lake, parce qu'on peut stocker des données structurées, mais aussi des données semi-structurées, et faire du SQL directement en dessous. Donc là, c'est un client qui est vraiment enchanté et des résultats et de la synergie qui a eu lieu entre les deux équipes, BI et Data, et des temps de gagner. Même, je crois que le dirigeant de l'entreprise a dit c'est peut-être le premier projet BI, enfin pas BI, le premier projet informatique qui est à la fois dans les temps, qui nous fait faire des gains économiques et qui est une telle réussite. Voilà, quelques autres petites citations de clients. Là aussi, je pense qu'il y en a certains qui vont l'entendre, qui doivent l'entendre, c'est que souvent, on entend BO, c'est lent. Et bien souvent, ce n'est pas réellement BO qui est lent, c'est les bases de données sous-jacentes. BO, lui, il subit ce temps en côté base. Le fait que les requêtes aillent très vite, ça change complètement la vie des utilisateurs. Aussi, le fait que toutes les colonnes soient indexées, c'est beaucoup moins de contraintes pour les utilisateurs. Si ça leur chante de faire une condition sur le nom du magasin au lieu du code, ce n'est pas un souci. Et c'est aussi une révolution aussi pour les calculs en amont. Ici en bas, j'ai par exemple un client pour tous les indicateurs au niveau de chaque client, des centaines d'indicateurs calculés. Ça mettait 10 heures sur leur grosse base SQL Server.
Ils avaient testé tout un tas de technologies sans trouver de solution. Et là, avec Snowflake, les 10 heures sont passées en 30 minutes avec le plus petit warehouse Snowflake, c'est-à-dire avec la plus petite puissance machine. Vous imaginez 10 heures passées à 30 minutes, c'est-à-dire que le développeur, il développe, avant il devait attendre le lendemain, aujourd'hui il attend une demi-heure après. Voilà, j'en ai terminé. Voilà, c'est 3 exemples que je voulais citer. Alors, j'ai pris l'angle un petit peu performance, mais bien sûr, Snowflake, vous avez vu, a beaucoup d'autres avantages. Hein. C'est pas, si vous n'avez pas de problème de performance, Snowflake peut quand même vous apporter beaucoup d'avantages. Voilà, Tony, je te laisse reprendre la main. Merci beaucoup. Merci Stéphane, merci pour ces cas clients très intéressants. On a souvent dans l'audience cette remarque qui nous revient, d'avoir des chiffres, d'avoir des cas concrets. C'était très intéressant et félicitations pour ces projets. J'ai l'impression que vous tenez là une belle référence. Celui qui disait avoir eu pour la première fois un projet qui réussit dans les temps avec autant de succès. Il nous reste une dernière section à aborder, la section des questions-réponses. On a quelques questions là en attente, on va les traiter. Je vais donner la main à Patrick. N'hésitez pas, il y a un petit bandeau de questions là sur l'interface GoToWebinar. Nos experts sont là pour y répondre. Patrick? Merci Tony. Oui, merci Tony. Et avant les questions-réponses, il y a beaucoup d'enthousiasme dans les questions sur Snowflake. Je suis sûr que François chez Synergie sera là pour vous en parler, mais allez sur le site Snowflake, il y a une évaluation gratuite. Vous pouvez tout simplement vous amuser à créer des bases de données, à créer des ressources compute. Vous voyez comment ça marche. Il y a vraiment beaucoup de documentation et nos partenaires chez Synergie, je suis sûr qu'ils se feront plaisir de vous en parler. Donc, voilà. Oui, on a une chaîne aussi, on a également une chaîne YouTube, Synergie France, dans laquelle on a des témoignages de clients Snowflake, hein, dont un dont je viens de parler, sans le citer, mais qui témoigne chez nous. Et puis une vidéo sur le cloud, hein, et dont une partie sur une présentation de Snowflake avec une petite démonstration pour ceux qui l'ont jamais vu. Et je suis comme Patrick, hein, on est bluffé et on tombe vite amoureux de la technologie. Hein. Donc là, c'est le consultant qui parle. Hein, on tombe vraiment, quand on a envie de faire des projets, qu'on n'a pas envie de s'embêter avec la technique, c'est vraiment bluffant et très, très, très agréable. Je vais y aller avec je viens de partager la chaîne YouTube Synergie là, sur le chat pour tout le monde. Je vais faire de même pour 360. Super. David, je sais que tu as répondu en direct dans le chat, mais peut-être on peut en faire profiter tout le monde. Il y avait une question qui disait alimenter directement un entrepôt Snowflake depuis une base métier Oracle on-premise avec BusinessObjects Data Services. Est-ce que c'est possible? Oui, on a un client, alors je ne l'ai pas dit, hein, Synergie, on est sur Lille et Paris, et on a un client sur Paris qui utilise Data Services, donc qui est basculé, je pense qu'ils étaient sur Oracle et qui bascule sur Snowflake, donc leurs données on-premise partent vers Snowflake avec BODS, Data Services. C'est pas l'ETL idéal, soyons clairs, hein, c'est pas l'ETL idéal, mais on a su le faire. Donc oui, Data Services supporte Snowflake, supporte Oracle évidemment, et c'est pour Data Services, c'est pas important si c'est on-premise ou dans le cloud, c'est que des soucis de connectivité. Donc j'espère qu'on a répondu à cette question. Une autre ici, dans la même catégorie, peut-être que Synergie, je vous laisse répondre aussi. Bonjour, est-il possible d'avoir BusinessObjects dans le cloud qui communique facilement avec Snowflake et notre BW qui est on-premise? Alors oui, on peut tout à fait mettre BO dans le cloud hein, et très très facilement exploiter les données de Snowflake. Donc nous là, les clients, on avait BO on-premise, donc l'on laissait on-premise, donc ça marche aussi, sans aucun souci. Mais si vous souhaitez mettre votre serveur BO dans le cloud, c'est bien sûr un choix qui a du sens hein, et qui pose aucun problème.
Donc, on ne l'a pas trop expliqué, mais Snowflake, on choisit chez qui on le met et où on le met. Donc, ils n'ont pas leur propre serveur, ils sont soit chez Amazon, chez Google ou chez Azure. Donc ça, David en a un peu parlé, hein, et on choisit aussi la région. Donc, vous pouvez la coller, votre serveur Business Object, au plus près de votre environnement Snowflake. Mais voilà, c'est le choix, vous faites ce que vous voulez, mais aucun des on-premise ou dans le cloud, ça pose pas de problème dans les deux cas. Oui, et puis moi, je rajouterais que comme c'est justement dans le cloud, et Tony, tu peux peut-être partager le lien de notre blog ou white paper, je ne sais plus, sur comment migrer Business Objects dans le cloud, mais moi, par exemple, mon environnement démo que je vous ai montré, c'est sur AWS. J'ai pris une région en Europe et mon site Snowflake est dans la même région. Et non seulement en termes de performance, c'est bien parce que les deux sont dans la même région. Il y a aussi des économies de coûts de transférer la donnée. Donc, Business Objects dans le cloud, c'est très bien. Snowflake, c'est dans le cloud, bon, tant mieux. Et puis, communiquer avec votre BW on-premise, comme je le disais tout à l'heure, c'est que des soucis de connexion et non pas des soucis de savoir si c'est possible ou pas. Donc, ouais. oui, donc, absolument. Ouais, mais franchement, on se fait un cinéma, on a un petit peu peur des aspects réseau, même quand on envoie les données ou qu'on les récupère, mais dès qu'on teste, on se rend compte que finalement, c'est absolument pas un souci, hein. Copier des grosses tables dans le cloud, ça va très vite finalement. Même et récupérer les données, ça va également, c'est très très rarement un souci. C'est souvent ça qui ont peur des gens qui ne sont pas habitués au cloud, mais il suffit de tester, on se rend finalement vite compte que c'est pas un souci. On n'a même pas, chez aucun client, on a dû agrandir les tuyaux. C'est un non-problème. Je ne l'ai pas dit aussi, hein, mais un des intérêts de Snowflake chez la plupart des clients, c'est les gains de licence, hein. C'est souvent moins cher que des licences Oracle, etc. Donc, il y a des gens qui ont, grâce à ça, pu décommissionner et abandonner certaines licences Oracle ou SQL Server ou même Teradata. On a pas mal de clients qui étaient Teradata avant. Ils font des gains également très importants en licence. Donc, ça paye largement le projet, bien souvent, hein. Il y a tous les gains métiers et de satisfaction des utilisateurs, mais en plus, vous allez gagner de l'argent économiquement en dépenses IT. C'est Stéphane. David Richard, je ne sais pas si ton téléphone est gris, je ne sais pas si tu nous entends. Je ne sais pas s'il est en ligne. Il y a deux questions sur les coûts associés, soit pour la partie compute, soit pour le temps de requête, soit pour le storage, et que David a répondu, mais je pense qu'il est si. Bon, bon, si David ne peut pas répondre, je me permets de le faire, hein. Oui, vas-y, Stéphane. Je ne vais pas rentrer dans le détail de la facturation. Ce qu'il faut savoir, c'est que il y a deux coûts. Il y en a un qui est ultra négligeable, c'est le stockage. Là, ça coûte pratiquement rien. Donc, c'est même pas à prendre en compte. Et ce qu'on paye, c'est la puissance de calcul qui est mise à disposition. Donc, il n'y a aucune requête, vous ne payez rien. Il y a une requête, ça peut démarrer automatiquement ce qu'on appelle un warehouse, une puissance de calcul. Et tant que cette puissance de calcul est disponible, tant que ce warehouse est allumé, vous payez à la seconde son temps d'allumage, sachant que c'est indépendant du nombre de requêtes. Donc, s'il est allumé pendant 1 heure et qu'il traite 50 ou 10 000 requêtes, on paye 1 heure, c'est tout. C'est ça, c'est le temps d'usage du warehouse. Si on veut un warehouse 2 fois plus puissant, ça coûte 2 fois plus cher. Et si on peut avoir une élasticité horizontale, c'est-à-dire on demande à Snowflake d'adapter le nombre de warehouses aux vrais usages des utilisateurs pour jamais les pénaliser. Donc ça, par exemple, typiquement, ça se réveille à 8 heures la première requête des utilisateurs. Et puis, quand les utilisateurs commencent à vraiment taper dedans, à 9 heures, il peut y avoir un deuxième warehouse, un troisième, un quatrième. Et puis, quand ça va se calmer, à 10 heures, ils vont s'arrêter automatiquement. Donc, ça a un coût, évidemment, mais on est sûr de satisfaire les utilisateurs.
Voilà. Si votre traitement qui dure une demi-heure, vous voulez qu'il dure 4 fois moins longtemps, ben, il suffit de prendre un warehouse 4 fois plus puissant. Donc, il va coûter 4 fois plus cher de l'heure, mais il va être allumé 4 fois moins de temps. Donc ça, Et quand on aussi, maîtrise Stéphane, bien un traitement, style ETL ou gros calcul, ben, on peut jouer sur la puissance pour avoir des durées de requête qui conviennent. Donc, nous, la plupart des clients explosent les temps de réponse de Oracle ou SQL Server, bien souvent avec le plus petit des warehouses de Snowflake, hein, qui s'appelle un XS. Ils ont adapté la taille des vêtements XS, S, M. Donc voilà, ce qu'il faut retenir, c'est en temps de compute, de temps de warehouse allumé, quel que soit le nombre de requêtes. Et un warehouse, très important, ça démarre instantanément. C'est-à-dire qu'on s'en fiche, il n'y a plus d'activité, on l'arrête. bon, et Stéphane, je t'interromps pour passer aux autres questions. Je suis désolé, on pourrait parler, toi et moi, on pourrait parler de Snowflake toute la journée, je pense. Donc, il y a une autre question par rapport à Business Objects qui demande si le connecteur Spirit ou BI 4.3 est le même. Donc oui, c'est le même driver, c'est le même support Business Objects qu'on soit en Spirit ou en 4.3. Et la vraie dépendance, de toute façon, c'est sur le driver Snowflake qui doit être installé sur le serveur Business Objects. David, je vois que tu es de retour. Oui. Vous m'entendez? Oui, on t'entend. Oui. Il y a une question qui est arrivée dans le chat, je te la propose. C'est Snowflake se comporte-t-il comme un data lake avec une zone de données brutes et une zone d'exposition? En fait, tout est configurable, mais la plupart des clients font exactement ça. Ils font donc on connecte on fait ingester des données dans un endroit et après on va les traiter. Donc c'est presque quasiment avec tous mes clients et fait ingester les données brutes. Donc ça peut être des JSON, des XML et d'autres. Et peut faire soit faire un reporting directement, soit vont le transformer et aplatir. Mais pas mal de clients maintenant qui fait ingester JSON et après ils utilisent un dot notation dans le SQL pour faire une requête. Donc ouais, ils font comme ça. Merci David. Et un autre commentaire que je voudrais faire par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure par rapport aux tailles de Virtual Data Warehouse, c'est que c'est possible aussi d'avoir plusieurs data warehouses. Donc, on peut dire que pour Business Objects, par exemple, il nous faut une data warehouse en mode XL, j'invente, mais que pour l'ingestion de telle autre donnée, il faut du extra small, petit. Donc, en fait, on peut avoir des data warehouses de tailles différentes pour différentes requêtes, pour différents process. Et comme on disait tout à l'heure, on paye seulement pour l'utilisation. Donc, si on a besoin du mode Excel seulement une fois par jour, ben, il est démarré pendant 13 minutes, ouais. On paie pendant ces 13 minutes et c'est tout. Et puis, si on a d'autres requêtes qui sont toute la journée, mais que les performances, c'est moins important parce que c'est des petites requêtes, mais on peut avoir un XS qui tourne toute la journée. Encore une fois, on paie à la seconde. Ouais, alors je peux compléter. Hein, un des clients que j'ai cité, par exemple, où ils ont de la data science, ils ont un warehouse. Un warehouse, c'est une unité de calcul. Et les données sont partagées. Donc, on peut créer autant de warehouses qu'on veut, attaquer les mêmes données. Donc, ils ont un warehouse pour l'ETL, un warehouse pour BO. Donc, quand l'ETL travaille, ça pénalise jamais BO. Et un warehouse pour la data science. Donc, les data scientists, ils peuvent faire toutes les requêtes qu'ils veulent, même des trucs de fou furieux. Ça ne viendra pas pénaliser les utilisateurs BO. Hein, David l'a expliqué, hein, mais c'est vraiment un des fondamentaux de Snowflake, hein, c'est de séparer les données des puissances de calcul. Donc, on peut créer autant de puissances de calcul qu'on veut, des warehouses, et les spécifier pour certains usages, si on veut être sûr qu'il n'y a pas de concurrence entre les deux. Et les données, on ne les copie pas. Hein. Il n'y a qu'une seule source de données.
La data ne bouge pas, mais on crée autant de warehouses qu'on veut pour séparer les charges de travail. Et ça, c'est très, très important qu'on peut faire l'ingestion et reporting et data science tout en même temps. Il y a des autres bases de données et traditionnellement, on fait un load pendant la nuit pour que ça gêne pas les utilisateurs la journée. Et maintenant, c'est complètement isolé et indépendant. Un compute pour l'ingestion, un compute pour finance, un compute pour le RH. Et aussi, on peut faire un chargeback à chaque département. Avant, on ne savait pas combien ça coûte un query ou si un département le surutilise. Maintenant, on peut dire ça a coûté tel et tel, ça a coûté 125 centimes et c'est un chargeback. Merci à tous, messieurs. Je vous propose de conclure. On a dépassé de 14 minutes. Je vois que les participants nous quittent au fur et à mesure. J'en profite pour vous remercier, Synergy et Snowflake. C'était un plaisir. J'espère que le contenu était de qualité. Il vous reste une dernière chose à faire. Quand on va terminer ce webinaire, vous allez arriver sur une page de questionnaire de satisfaction. Laissez-nous savoir votre feedback. C'est encore une fois très important pour nous. On le partagera aussi avec nos partenaires, négatif comme positif, on prend tout. Et on essaiera de faire mieux la prochaine fois. Merci Stéphane, merci François, merci David et merci Patrick. Merci À à tous. bientôt.